Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cannes Série Live, la plateforme digitale de Cannes Série saison 3, disponible du 9 au 21 octobre en ligne, mais aussi à Cannes. On va parler d'un sujet qui dans les séries est à la fois un peu sous-estimé et méconnu, c'est-à-dire la place de la réalisation et en l'occurrence des réalisatrices dans les séries contemporaines. Laure, pour commencer, vous étiez comédienne au départ. Ensuite, vous êtes devenue réalisatrice, puis réalisatrice de série. Comment ça s'est passé, ce glissement Je sortais du film de Nevada, qui était une longue aventure de 5 ans et très personnelle. Et en fait, je lis le pilote d'une série qui s'appelle The Act, qui parle de relations mère-fille, d'une vraie histoire euh, qui me fascine, en fait. Et j'ai trouvé ce sujet tellement fort. Et en plus, j'écrivais quelque chose sur le même thème. Et tout de suite, j'ai rebondi sur cette histoire. Et en fait, je me suis retrouvée un mois après. Il cherchait un réalisateur de façon assez pressée. Et je me suis retrouvée un mois après à préparer cet épisode. Enfin, c'était le pilote de The Act euh, à, à Savannah. Et c'était absolument pas anticipé. J'avais prévu de faire une petite pause et de me remettre dans l'écriture. Et en fait, c'était vraiment ce sujet qui m'a donné très envie d'explorer aussi un autre format que je ne connaissais pas du tout à la réalisation. une jeune réalisatrice ou un jeune réalisateur serait resté un peu droit dans ses bottes en disant non, moi je ne fais que du cinéma. Est-ce que pour vous, c'était absolument pas un problème? C'est ce que je me disais aussi. Je me Ouais. disais, voilà, c'est mon médium, je vais construire ma carrière et être très fidèle. Et en fait, j'ai trouvé que ce sujet était tellement bien écrit. Et je me suis vraiment passionnée pour cette histoire de mère-fille, quelque chose qui était très toxique, dans un amour toxique, quelque chose qui m'était aussi personnel. Et donc, j'ai eu une impulsion où il fallait que je le fasse. Voilà, c'était vraiment la croisée entre un document que j'ai lu et moi, mes envies à ce moment-là de m'intéresser encore à l'emprisonnement, qui était le thème aussi de Nevada, même si ça n'a rien à voir, mais ça parle Mm. aussi de l'emprisonnement. Et puis, je me suis dit, voilà, que j'avais envie de prendre le temps aussi d'écrire mon deuxième film. J'avais envie de changer d'air et j'avais ces 5 ans que j'étais sur le Nevada. Je me suis dit, voilà, je vais faire cette série, ça va m'apprendre d'autres choses, explorer autre chose, et ensuite, je prendrai le temps d'écrire mon deuxième film. Et comme ça s'est un peu précipité, Mhm. voilà, je trouvais une façon un peu de sortir un peu la tête de l'eau et pour me replonger après dans l'écriture de quelque chose de plus Ouais, personnel. d'accord. Et Denis, pour vous, vous aviez donc réalisé 2 films, Mustang et Kings, et donc voilà, votre carrière était lancée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez aussi ce désir-là, même si évidemment on sent que c'est pas définitif pour vous dans votre Oui. approche de la Alors réalisation. déjà, il y avait, comme pour l'or, à chaque fois des propositions assez irrésistibles, qui sont difficiles à décliner, et qui concordent avec un désir, et puis aussi une certaine curiosité, parce que je voyais qu'il se passait quelque chose dans les séries, avec un espèce de vent de liberté, des moyens exceptionnels, et aussi une espèce de format où tout d'un coup, on se rendait compte qu'on pouvait raconter des histoires à la manière d'une grande fresque sur des décennies, et j'aime beaucoup cette idée-là. Enfin, j'aime beaucoup l'idée de pas tout le temps devoir tout comprimer dans des formats courts. Et je m'étais fait la réflexion, par exemple, au moment de Mustang, à peu près la même année, Orhan Pamuk avait sorti une espèce d'immense fresque sur les décennies de la vie d'un personnage et du coup toute une ribambelle de personnages derrière lui. Et j'adorais la complexité de son œuvre, en fait, ce qui parfois en film on dit des choses un peu plus brutalement, de manière beaucoup plus condensée. Donc c'est un peu comme si un film parfois c'était juste un coup de feu et là il y avait quelque chose de beaucoup plus épais, quoi. Donc j'étais assez attirée par ça et j'avais envie de voir de l'intérieur comment ça se passait, de démonter la poupée. Et aussi il y avait ce côté, bah voilà quoi, la première fois c'était à chaque fois il y avait une rencontre. Par exemple, ma toute première série The First, c'était une grande discussion avec Beau Willimon qui avait fait House of Cards. House of Cards, merci. Et voilà, une très très belle rencontre au téléphone qui a duré des heures et des heures. Puis ensuite, c'était évident qu'on travaillait ensemble. Et puis ensuite, sur Perry Mason, la même chose avec Tim Von Patten, où je me dis, mais j'adore cette personne et j'ai envie de. Et je sais que je vais apprendre à son contact, donc je Le voudrais. réalisateur principal Voilà, de Perry Mason. de Perry Mason. Et à chaque fois, voilà, je voulais vraiment voir comment on faisait les choses de l'intérieur. Après,
il y avait à l'intérieur de chaque série des espèces de... il y a des points extrêmement forts et puis d'autres qui sont... Enfin, il y a effectivement ce que je recherchais, c'est-à-dire cette complexité. Parfois, on n'est pas en train... Dans Perry Mason, il y a eu des moments jubilatoires où j'avais pas l'impression qu'on suivait juste un seul personnage et qu'on avait un point de vue qui était que la tragédie de cette personne ou le parcours de cette personne, mais un écheveau de personnages où on pouvait sentir l'épaisseur de la trajectoire de chacun. Et en même temps, parfois, où j'avais l'impression sur d'autres séries où tout d'un coup, on se retrouve avec une scène de dialogue de 8 pages qui est du contenu, quoi. Donc, il y avait à la fois cette révélation de oui, effectivement, ça confirme mon intuition de départ de la complexité de ce format et parfois on a l'impression de remplir un tube de dentifrice, quoi. Vous n'avez pas travaillé pour la télé française, par exemple, ce qui aurait pu être une destination naturelle pour vous deux. Le système est différent, quoi. Il y a quelque chose de la recherche de nouveau, de sang neuf, quoi, du côté hollywoodien. Il y a toujours eu ce côté, on va chercher des réalisateurs ailleurs, de tout temps. Il y a eu des espèces de pollinisation. Enfin, aller chercher des réalisateurs, ça a toujours été un truc des années 20, 30, 40, enfin, ça existe de tout temps. Et en même temps, enfin, on voit les agents américains de manière extrêmement consciencieuse aller dans tous les festivals, voir les films, savoir qui sont les réalisateurs qui viennent de faire quelque chose d'intéressant. Donc, il y a cette... comment dire, il y a une espèce de vigie, d'une certaine manière, essayer de trouver des réalisateurs. Et du coup, voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Puis je pense que Laure et moi, on doit avoir des équipes d'agents américains qui sont, enfin, j'utilise le terme, mais assez agressifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher tout le temps les projets intéressants et qui sont très, très, très proactifs, en fait. C'est vrai que c'est les agents, comme disait Denise, qui de façon très, ouais, extrêmement réactive vont aller chercher. Et puis moi, il m'avait dit, voilà, est-ce que tu es intéressé par ça? On a ça, maintenant ça va être très compliqué pour toi parce que tu n'as jamais fait de série. Et ils ont un protocole là-bas où c'est très important pour eux qu'il y ait déjà une expérience, mais il faut bien commencer un moment. Donc, je savais que c'était finalement énormément d'interviews, c'est une sorte de parcours du combattant pour finalement arriver à être prise. Mais c'est vrai que ça s'est passé en fait juste après la post-production du Mustang, de Nevada. Donc c'était il y a 2-3 ans, avant Sundance. Là, sur The Act, vous avez fait ce que beaucoup de réalisatrices ou réalisateurs font dans les séries, c'est réaliser le pilote, notamment. Peut-être que vous avez écrit quelques lignes de recommandations pour les autres personnes qui sont passées derrière vous. Comment ça se passe? Oui, en fait, il y a toute une bible à créer qui s'appelle un show and tell. Et en fait, c'est une bible qui fait une centaine de pages que j'ai créée où il y a vraiment des sortes de règles ou de cadrage, de couleurs, de tons, d'inspiration. Et ça, il demande vraiment, et moi d'ailleurs c'était très important pour moi d'avoir ce document très précis pour pouvoir vraiment asseoir l'esthétique de la série et de The Act. Donc, c'était la prépa qui a commencé juste après. On m'a donné à peu près 6-8 semaines pour créer tout ça et puis permettre aux autres réalisateurs qui venaient après, non pas les enfermer, parce qu'on n'est pas en train de suivre un manuel à chaque fois. Il faut quand même qu'il y ait une prise de liberté. Surtout, les personnages évoluent, la série évolue, que ce soit... là, ça a évolué un peu dans le macabre. Donc, évidemment, le premier épisode doit être différent forcément que le numéro 8. Et ça, c'est important d'en parler ensemble. Donc, à chaque fois, je rencontrais les réalisateurs et je leur disais ce que j'avais voulu créer et ce qui était le langage cinématographique qui avait été mis en place et comment j'imaginais l'évolution. Et évidemment, avec eux, en collaboration avec eux et dans les discussions aussi avec le showrunner, Nick Antosca, on se mettait d'accord sur où allait la série, où partaient les personnages, que ce soit dans les costumes, dans les lumières, dans les décors. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une collaboration. Mais c'est vrai que c'était très excitant pour moi de pouvoir, dès le départ, créer en fait le sol de la maison, quoi. Ensuite, les murs, on les crée ensemble et on le tout, voilà, jusqu'à ce que la série se termine. Mais c'était, voilà, c'est le travail. Et en fait, il y a aussi, par rapport au studio en face, une demande très précise de comprendre aussi ce qu'on a envie ce qu'on a en tête, même si on en a parlé avant. Donc, il y a ce document qui est créé et qui va être donné à tous les chefs de poste et qui est quelque chose que j'avais dû créer en amont.
De ce point de vue, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus proche du travail de réalisatrice de cinéma que vous avez fait en télé? Oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. Même s'il y a quand même un showrunner, je suis pas du tout, même si on me consulte pour l'écriture, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est forcément moins personnel, mais il y a un rôle très important de directeur artistique. Voilà. Donc là-dessus, ça se rejoint quand même pas mal avec le cinéma, évidemment. On a comment dire, un témoignage de Gaylan Hurd qui est une grande productrice hollywoodienne et qui a aussi travaillé beaucoup sur The Walking Dead et on va écouter ce qu'elle a à dire sur cette relation entre showrunner et réalisateur ou réalisatrice. Well, yes, there's a difference between directors and their authority, which is much stronger and necessarily so in feature films. It's why you have the term that you created, auteur, the French term, as the person who's responsible for the film as the director. Yet in television, the producer, the executive producer, especially the person that we call the showrunner, is the final authority in the film. So you could say that in television, the showrunner is the auteur. Pour vous, Denise, est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans les détails de cette relation, parce que vous en êtes à votre troisième série, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu The First, The Handmaid's Tale et Perry Mason, avec à chaque fois donc un interlocuteur ou une interlocutrice différent. J'ai plus l'impression qu'il y a un collège de personnes plutôt qu'un auteur qui est décisionnaire, pas décisionnaire, mais qui assure d'une certaine manière la création d'un monde avec cette série. Et à chaque fois, ça a été, par exemple, sur The First, c'était le cas, et c'était très collaboratif et ouvert, et c'était nécessaire que ça le soit. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était que voilà, les showrunners sont à la fois une autorité folle, mais sont très à l'écoute et savent presser le jus du cerveau de tout le monde. Donc là, dans ce cas-là, il y avait Sean Penn qui jouait le premier rôle, moi, et on avait des grandes discussions sur le scénario lui-même et le contenu des scènes jusqu'au détail des dialogues. Et ensuite, sur The Handmaid's Tale, pareil, les scénarios tardifs, beaucoup de notes, de discussions sur le scénario. Là, c'était sans doute le projet sur lequel j'avais le plus l'impression d'être employée complètement. Et ça a eu un statut très, très, très différent des deux autres séries. Et vous êtes arrivé en troisième saison de Handmaid's Tale. Arrivé à la fin de la troisième saison, et contrairement à ce que Laure a fait sur The Act, il n'y avait pas justement une espèce de transmission. Donc bien sûr, je voyais la série et je pouvais comprendre moi-même les règles, mais il y avait ce truc d'attraper la balle au vol, quoi. Et ensuite, même à l'intérieur de ça, c'était un espèce de mélange de liberté et de contrainte. Donc, il y avait à la fois des choses où je pouvais faire tout un tas de propositions et c'était nécessaire. Et parfois, les contraintes sont aussi du fait que les décisions les plus importantes sont déjà faites, c'est-à-dire le casting, les décors, le machin. Même les seconds rôles, vous n'avez pas de... Si, les seconds rôles, si, et ça dépend ensuite du dialogue avec le showrunner. Il peut y avoir des discussions super et parfois il y a des showrunners qui veulent absolument changer certaines choses. Et quoi d'autre? C'est-à-dire rester sur leur position ou Oui, non, mais ça peut arriver. Ou notamment, par exemple, dans le cadre d'une série où j'avais presque aucun contact avec le showrunner, qu'il y a des choses qui changent un peu selon les décisions d'un showrunner à distance. Ça peut arriver aussi. Vous êtes un peu obligé de vous adapter au désir de quelqu'un d'autre, quoi. Ça, c'était une seule et unique expérience comme ça, et qui n'était pas la plus longue et la plus importante, mais en tout cas qui était vraiment de cet ordre-là. Et ensuite, Perry Mason, voilà, une espèce d'intelligence du travail collégial, quoi, c'est-à-dire de vraiment écouter les uns et les autres, mais il y a une équipe de hippies, et même dans les fêtes, en fait, le montage, c'est pas juste, il n'y a pas de
guerre ou de grande discussion de montage. Dans les faits, les règles de la série et les règles de la DGS, c'est on a 4 jours de montage, on s'en va. C'est-à-dire qu'on ne monte pas les séries, on donne des espèces de kits. DGS, c'est la guilde des réalisateurs et réalisatrices américains. Mais effectivement, je voulais rebondir sur cette question elle en parle du final cut, Gale and Earth, c'est-à-dire choisir le montage final d'un épisode. C'est-à-dire le showrunner arrive et puis travaille la matière que vous avez en gros grossièrement travaillé au départ, quoi. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On ne monte absolument pas. C'est-à-dire que pour moi, la raison d'être des 4 jours, 4 jours de montage, on n'a pas le temps de voir les rushs. C'est un indicateur assez important quand même. Donc, je sais pas, sur Mustang, moi, j'avais eu 7 semaines de montage. Image et ensuite le montage son. Donc là, c'est vraiment juste le kit. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui peuvent paraître équivoques pour le monteur, qui ne comprend pas pourquoi c'est tourné comme ça, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de contresens en fait. Mais on ne monte pas, absolument pas. Et même, je ne me souviens pas d'avoir vu un seul montage où je me suis dit, ah super. Après, c'est vrai qu'il y a un truc assez miraculeux en série qui n'existe pas en film, c'est des monteurs qui ont d'autres méthodes, d'autres façons de faire et qui eux-mêmes ont fait un pré-montage de 4-5 jours avant qu'on arrive. Et il y a des choses qui roulent déjà, surprenamment bien, alors qu'en général, en long métrage, on a un choc quand on voit le premier montage. On appelle ça un ours, c'est difforme, ça ressemble à rien, ça fait peur à tout le monde. C'est trop long. Et c'est juste un classique n'importe, même en court métrage. Hein, il y a cette étape hyper ingrate, et ensuite ça rend très très humble et on commence à tout petit à petit retravailler un film en montage, et c'est une nouvelle écriture, c'est pas du tout le cas en télévision. Laure, par exemple, vous, sur votre expérience est un peu similaire à celle de Denise. Oui, complètement. C'est vraiment là-dessus qui est peut-être la plus grosse différence avec le cinéma, c'est que oui, en 4 jours, on n'attend de rien faire. Et c'est vrai que si on a de la chance, on tombe sur un bon monteur qui a fait, comme ce que vient de dire Denise au début, un pré-montage qui marche. Et il faut que ça marche, parce que si ça ne marche pas, en 4 jours, on a quand même très peu de temps pour fixer les problèmes. Donc, voilà, mais j'ai eu de la chance sur les 2 séries. À chaque fois, il y avait quand même le temps de pouvoir remettre un peu en forme des choses senties et importantes, mais tout en sachant, en acceptant les règles, que tout peut changer et se redéformer avec les passes des producteurs, du studio, etc. Mais dans les 2 expériences que j'ai eues, j'ai quand même eu plutôt la bonne surprise d'avoir à chaque fois des choses qui étaient importantes pour moi qui sont restées au montage final. Maintenant, tout ce qui est son, musique, ça nous échappe complètement. C'est triste. C'est très triste parce qu'on fait des propositions, des choses qu'on a en tête quand même, on s'investit, il y a des choses auxquelles j'étais vraiment très attachée que ce soit sur The Act ou Mrs. America. Et bon, après, il y a tellement le cut du studio, des producteurs, du showrunner, tout ça. À la fin, il y a tout ce qui est son, tout ce qui est étalonnage, on peut être sûr à quasiment à 100% que ça ne sera jamais comme on l'a envisagé. Ouais. Voilà. Pour Mrs. America, c'était déjà mis en place, donc j'avais pas, mon chef opérateur a dû respecter aussi une palette qui était déjà mise en place. Pour The Act, oui, j'avais le sentiment que j'avais quand même un peu plus de contrôle, mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'attacher. Ça va disparaître et malheureusement, on ne peut rien faire. Ça fait un peu partie du contrat aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'engagement de liberté. Moi, c'est quelque chose que je pouvais envier parfois pendant les longs métrages aux acteurs, de venir, de vivre le tournage et de partir. Et c'est vrai que les longs métrages, moi sur les 2, il y a eu, c'était à chaque fois une telle épopée, ça a duré longtemps. Le fait que Mustang soit en turc, par exemple en montage, où j'étais la seule personne qui parlait la langue dans la salle, faisait que j'étais censée être là tout le temps, et que je pouvais pas déléguer, et qu'il y a un tel travail, c'est-à-dire que chaque son est choisi avec précaution. Il y a des semaines et des semaines de montage son, ce qui est absolument génial, mais je pense que il y a quelque chose d'appréciable aussi dans cette légèreté, d'arriver, de faire ce travail, de repartir et parfois de jamais se retourner. Et voilà, ça fait partie de ce contrat-là. Et puis parfois, je dis souvent, par exemple, un film, c'est un peu comme un mariage, et les séries, c'est des flirts parfois. Et on a besoin des 2 dans la vie, au long d'une vie, au cours d'une vie. Et c'est très habilement dit, je trouve ça tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que, exactement, c'est mariage, fleur. Le cinéma est quelque chose de... C'est vrai qu'après les longues expériences de cinéma,
c'est assez agréable d'être dans quelque chose de plus collégial, comme tu disais, Denise, et plus collaboratif, où finalement, on a moins à porter. On est tout autant investi, mais c'est moins personnel, et puis ça dure moins longtemps. Donc voilà, ça reste l'état de flirt, ce qui est très agréable aussi, mais ça sera moins une sorte de chemin comme ça, main dans la main, qui dure et qui est quand même qui prend plus aux tripes quand on vient du cinéma et que ça reste. Mais Laure, est-ce que toi tu envisagerais de faire une série que tu lancerais toi un jour? Oui, Ouais. Là, c'est différent, en effet. Bien sûr, parce que voilà, ça devient après un très long mariage. Un très long mariage. Est-ce que c'est mieux? J'ai entendu parler de réunions sur le ton, ce qu'on appelle les tone meetings. Est-ce que c'est une étape importante dans la préparation d'un épisode de série et à quoi ça consiste? Oui, c'est vraiment une étape importante parce que c'est quand la showrunner a envie veut dire exactement tout ce qu'elle veut dans l'épisode. Donc, elle va déverser en fait tous ses désirs. Donc, c'est le moment où c'est une grosse prise de notes pour être sûr déjà de confirmer une collaboration et pouvoir aussi échanger sur ce que les premières impressions, ce qu'on a nous aussi en tête en tant que réalisateur. Voilà ce que j'aimerais pour ce personnage-là, voilà ce que j'imagine pour telle scène, etc. Et elle, plus précisément, va aussi donner ses intentions à l'écriture, mais aussi dans les émotions, dans ce qu'elle attend en fait de l'épisode et de là où ça doit aller. Donc c'est plutôt une longue conversation de plusieurs heures et une prise de notes et se mettre d'accord vraiment sur les désirs de chacun. Et ensuite, quand les comédiens entrent en scène, vous faites des lectures et vous êtes celle qui dirige la lecture ou c'est le showrunner qui dirige la lecture? Non, par exemple, sur Mrs. America, j'avais fait une lecture avec Kate Blanchett, où on avait fait des lectures à chaque fois de chaque épisode pour identifier comme c'était le personnage principal, où son personnage allait. Surtout, c'est des 2 épisodes où son personnage changeait radicalement. Et du coup, moi, j'avais envie de proposer des choses, donc et qu'elles soient d'ailleurs réceptives ou pas, on en parlait ensemble et on essayait en fait de préciser les marques du personnage, où le personnage devait aller, à quelle scène vraiment on devait avoir une sorte de changement, de ton, de couleur. Donc ça, on en a parlé beaucoup avec elle. Et c'était des réunions entre elle et moi sur l'écriture et sur où son personnage, où son personnage doit aller dans ce bloc-là d'épisode. Et avec d'autres personnages aussi, comme le personnage de Brenda dans l'épisode 5 ou le personnage de Jill dans l'épisode 6. Ça, j'avais aussi eu des moments, des longues heures de lecture avec elle pour qu'elle puisse, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur l'évolution du personnage et apprendre, si j'ai bien l'impression, à jouer collectif un peu. Parce que si vous êtes 2 scénaristes, le réalisateur principal et vous dans une même pièce, il faut quand même arriver à se mettre à peu près d'accord et ensuite avoir des inspirations qui viennent d'ailleurs, quoi. Et la règle, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Là, il y a pas longtemps, j'en ai parlé avec un couple de réalisateurs qui vraiment français, qui me regardaient sans trop comprendre ce qui se passait, parce que déjà, c'est comme si j'avais été compromise du fait d'avoir, de pas avoir le final cut, de laisser de côté l'étiquette d'auteur et tout ça. On a l'impression que en France, que c'est une corruption majeure. Mais en fait, il y a quelque chose qui est au contraire de respecter l'intelligence des autres, de s'écouter, de ne pas se couper, de savoir que parfois d'autres vont avoir une super bonne idée qui sera bonne à prendre, et aussi d'être humble devant la taille du machin qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est pas 2 heures de film dont il s'agit, mais c'est 10, 12 heures. Et donc, il faut bien que, je sais pas, enfin, moi déjà... Sur The Handmaid's Tale, j'avais l'impression, moi j'étais postpartum, donc un peu comme Laure en ce moment, mais je venais juste d'avoir un bébé, je dormais absolument pas et je travaillais 15-18 heures par jour, donc heureusement qu'il y avait des gens autour de moi pour une fois de temps en temps dire est-ce que ce truc-là, voilà, donc de prendre un peu la relève quoi, du poids assez écrasant que peut être l'exercice d'une fabrication d'un truc aussi immense. Voilà. Mais c'est, par exemple, même des hippies en question, il n'y a pas tant, enfin, j'ai pas vécu ce truc voilà, il y en a plusieurs, donc ça ne veut pas dire qu'il y en a un à la fin qui tient tout le monde, et même ensuite, il y a par exemple, sur Perry Mason, il y avait HBO qui tout le temps disait quelque chose et qui avait une place d'autorité, et les uns et les autres s'écoutaient,
prenait, et j'ai l'impression que collectivement on améliorait le machin, donc il n'y avait pas ce côté dominant-dominé qui aura le dernier mot. C'était pas du tout ça l'esprit, du tout. Laure, on va peut-être regarder un extrait de Mrs. America d'un épisode que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer d'abord pourquoi vous avez choisi cet extrait et puis à peu près le contexte quand on commence cette scène? C'est un moment assez charnière pour le personnage de Cate Blanchett qui joue donc Phyllis Schlafly. Phyllis Schlafly qui a été cette femme qui s'est opposée à l'Equal Rights Amendment contre Gloria Steinem et tout le mouvement féministe de l'époque dans les années 70 aux États-Unis. Et donc Phyllis Schlafly rencontre en débat Brenda Feigen-Feistow, qui est une grande figure féministe, avocate, et chacune emmène son mari. Et donc, c'est un débat qui a existé. On a eu les archives qui nous ont énormément aidé pour l'écriture énormément aidé David Waller pour l'écriture de la scène, et puis nous ont énormément inspiré aussi pour la direction. Et en fait, c'est donc un débat politique, mais en plus de ça, c'est un débat qui devient aussi très intime, parce que chacune, on voit la femme politique, mais on voit aussi la femme dans son mariage, qui est évidemment très différent entre une antiféministe et une féministe. Et on va voir à ce moment-là le personnage de Phyllis Schlafly se compromettre totalement parce que son mari va la mettre dans une position très délicate en disant qu'elle est submissive, donc soumise. Et c'est là que l'intime, le politique se mélange et en fait un débat explosif entre ces deux femmes qui vraisemblablement ont des ambitions qui sont des ambitions de pouvoir, mais dans des mariages où l'une n'a pas le pouvoir. When you argue an actual point in the real world in a court of law, you need to cite a case to support your argument, so cite the case. Well, I think it was Foley versus Langham or Lancaster, something like that. No, there is no such case. Oh, yes, there is. But you see... Did you just make up a I'm case? not a lawyer, no. I'm the wife of a lawyer, and I really do think that's more fun. Well, And listen, I I doubt we're going to get to agree on this at all There today, is so no we should just disagreeing on move fact. on. The fact is, there is no Foley versus Langham case. Also, a fact is that you are not really a housewife. You are a full-time lobbyist working to defeat the ERA so that businessmen can continue to make millions of dollars discriminating against women when they work, when they buy insurance, and when they give birth. No, well, I don't work for anyone. Oh, great, so But the you're a majority of the patsy. money- Well, maybe you should stick to baking and leave interpreting the law to the lawyers. Okay, you both have some opinionated wives. But seriously, let's bring the fellas in on this and have them get a word in. Mark, you are in what you call an equal marriage. So let me ask you this. Who wears the pants in your family? Well, we both do. Brenda looks much better in them than I do. But our marriage was really forged in the crucible of feminism, so we don't have assigned roles. And Fred, how about you? Well, your wife has a very strong and dominant kind of style. Does she wear the pants in your family? Oh, no, she doesn't. I'm obviously physically larger than she is. Yeah, well, he chins himself 25 times every morning. And she's very submissive. Submissive? Oh. Wait, Phyllis Schlafly, submissive? I can't even... is that right? Well, Fred's the boss of the family, and... Oh. All right. Well, speaking of submissive, we've got some bills to pay here, so... C'est beaucoup de travail, j'imagine. On voulait faire vraiment c'était très précis dans le découpage pour que voilà, le ping-pong puisse prendre effet et devienne une scène comme ça assez explosive. Et surtout, voilà, il y avait à chaque fois des regards différents qui étaient très importants. Par exemple, le regard face caméra pour Phyllis, quand elle s'adresse en fait au peuple américain et qu'est-ce qu'elle a envie de dire, etc. Et puis aussi les regards de côté d'effroi sur son mari qui la lâche complètement, en fait, qui vient en lui disant « Tu as besoin d'avoir ton avocat de mari pour t'aider pour ce débat », parce qu'elle est devant Brenda et Mark qui sont deux avocats de Harvard. Et elle, en fait, il la lâche pour lui montrer qu'elle n'est qu'une femme au foyer et qu'elle n'a absolument rien à faire dans des conversations entre avocats. Et voilà, donc ça, c'est... Et donc, c'était très important de mesurer en fait ces regards-là. Donc, il y avait quand même beaucoup d'axes auxquels on était très attachés. Donc, ça a pris énormément de temps de tournage, mais surtout, en montage, c'était aussi c'était une scène qu'on a beaucoup travaillé, enfin, en 4 jours. Hein, mais c'était vraiment la scène sur laquelle on a mis le plus d'accent pour que
elle puisse prendre avoir l'impact qu'elle doit vraiment avoir. Ouais, parce que ce regard face caméra de Phyllis Schlafly, qui est un regard qui est utilisé en télé pas mal, notamment Joe Biden dans un débat récent avec Trump, l'a fait beaucoup parce qu'il est trop interrompu en fait. Donc il voulait créer comme ça ça se passe beaucoup aux États-Unis. Et après et en même temps, ce que vous filmez, c'est finalement sa solitude, quoi. C'est aussi ça. Elle est isolée. Elle est lâchée par son mari. Elle vient de faire une énorme erreur, c'est-à-dire de citer un cas qui n'existe pas, donc un Trump. Elle a fait je sais pas comment on dit, une Trumpienne, donc de raconter n'importe quoi, et évidemment ça passe pas, et donc elle est lâchée, et donc il fallait vraiment marquer cet isolement et cet échec. C'est le premier échec qu'elle a sur toute sa bataille en fait et son combat, et là c'est le moment où vraiment on est en train de la démasquer. Et donc, c'est très important de pouvoir capturer ces moments et pouvoir avoir cette matière pour créer un montage très dynamique et une sorte de ping-pong comme ça, sanglant. Comment vous réfléchissez à l'idée de filmer une humiliation sans humilier le personnage? Ces regards, en fait, dans l'angle ou dans le coin où elle essaye de demander de l'aide, et qui, en fait, il est complètement hermétique, c'est ça qui donne de l'empathie, en fait, parce qu'elle est dans une position de telle difficulté, et on sent qu'elle patauge complètement, et puis son mari la regarde même pas, et la laisse, en fait, vivre un échec, comme il veut lui donner une leçon. Et ça, oui, l'empathie, elle vient du fait que même si elle essaye de se hisser en femme de pouvoir, il y a quand même cette relation avec son mari qu'elle essaye de manager pour lui faire croire qu'en fait, elle reste une femme au foyer, ce qui est faux, elle vit la vie d'une féministe, et lui, il veut lui donner une correction parce qu'il ne veut pas justement qu'elle prenne son indépendance. Donc, c'est l'empathie, elle se crée là-dessus. Une scène comme ça se tourne en une journée? Et oui, c'était exactement ça, une demi-heure pour chacun de ces plans-là. On avait minuté tous les plans qu'on voulait faire, et c'était une grosse journée. C'était les 12 heures bien pleines, et 30 à chaque. Je pense que la scène a été faite 30 fois dans la journée. Et vous tournez à plusieurs caméras ou Oui, 3 caméras. Là, c'était une scène à 3 caméras. Ouais. Denise, on va voir aussi que dans vous avez aussi, vous n'avez pas choisi la facilité forcément Perry Mason a quand même beaucoup de scènes très différentes, de décors très différents. Et là, vous avez choisi aussi un extrait d'un épisode que vous avez réalisé, l'épisode 5. Est-ce que vous pouvez juste nous donner le contexte? Il y a ce personnage que j'aime beaucoup, qui est celui de Sister Alice, qui est une téléévangéliste, inspirée de la première téléévangéliste américaine. Et d'une certaine manière, dans son entourage, elle est un peu comme la $1 million baby, c'est-à-dire la star exploitée par sa famille, son entourage et tout ça. Et c'est une figure extrêmement charismatique qui a des prêches qui attirent énormément de personnes et de donations. Et c'est un moment dans sa vie où instinctivement elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, puis elle a une révélation qui est en train de grandir en elle, et du coup elle commence à surenchérir dans des espèces de manières très kamikazes de casser tout le système au milieu duquel elle est. Et ça passe par dire qu'elle va ressusciter un bébé mort. Et à chaque fois, elle surenchérit et ça devient de plus en plus gros. Et là, pour prouver son propos, elle est en train d'exécuter un miracle en permettant à un homme sur un fauteuil roulant de retrouver la marche. Robert, you don't need that chair if you feel the fire of Christ inside you, Robert. Can you feel it? I feel it. You do feel it. Yes, he feels it. The age of miracles is here again. What was truth in the Bible is truth again.
c'est, je pense, un des jours les plus heureux de tournage de toute ma vie, justement parce que il y a cette espèce d'ambition qui est très grande dans un moment comme celui-là. Et puis ce qui est très beau aussi, c'est encore une fois, enfin, il y a cet écheveau de personnages qui respire vraiment. Donc c'est pas juste autour du personnage principal, mais il se passe quelque chose d'extrêmement complexe, une trajectoire très épaisse pour un personnage qui est censé être un personnage relativement secondaire. Il y avait à l'origine cette envie de aussi, encore une fois, comme pour les scènes du tribunal, d'avoir l'impression d'une mer de visage et donc une certaine verticalité dans la disposition des visages et donc aussi la construction pour cette scène en particulier, de cette scène surélevée qui nous permettait de faire vivre cette idée-là. C'est-à-dire même quand on soulève le fauteuil roulant, que ce soit pas juste quelqu'un qui roule jusqu'au centre de la pièce, mais qui soit tenu de main en main. Donc il y a ça, il y a aussi, comme pour l'or, il y a eu des téléévangélistes avec des espèces de foules qui étaient autour d'eux, donc des espèces de mise en scène qui préexistaient avec du public de chaque côté, une présence solaire extrêmement électrique de cette personne au milieu. Et ensuite, ça donne aussi des envies de cadrage qui sont à la fois des choses qui englobent l'intégralité de l'énergie de cette pièce et puis ensuite des micro-détails sur les pieds du miraculé qui commence à se lever ou ce genre d'effort. Ensuite, ce que j'aimais beaucoup, c'était aussi cette espèce de folie pas seulement des sectes, mais enfin de toutes les églises qui existent beaucoup à Los Angeles. Et donc, on avait fait, ce qui était très agréable, c'était ces figurants qui en plus étaient très souvent les mêmes. Il y avait une espèce de dialogue avec eux de recherche de posture, de choses à faire. On avait fait des cahiers avec des centaines et des centaines d'images, de gestes possibles où ils pouvaient piocher une chose ou une autre. Voilà, donc une très très belle journée de tournage en tout cas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, de manière un peu pédagogique, parce que c'est compliqué de comprendre, mais combien de minutes par jour, combien de jours de tournage vous avez pour un épisode alors pour Perry Mason, c'est près d'1 heure chaque épisode, Mrs. America, c'est un peu moins. Alors, nous, c'était 9 semaines de tournage, plus pas mal de journées en amont sur les décors qu'on partageait. 9 semaines de tournage ou 9 jours? 9 semaines pour 3 épisodes. Donc, c'est beaucoup quand même. Ouais, ça fait 3 semaines par épisode. D'accord. Des journées de 12 heures. Voilà. Et ensuite, bizarrement, en télévision, c'est pas inconfortable. Il y a des choses, parfois, on s'était dit ça sur The First aussi, une scène très très longue avec un moment de bascule émotionnelle assez important qu'on avait fait en une après-midi et qui était vertigineuse pour tous ceux qui venaient du cinéma. Et on se demandait vraiment comment ça allait marcher. Et puis surtout pendant les répétitions, on faisait la scène plusieurs fois et ça venait pas. Et donc, au bout d'un moment de 1h30, 2 heures de répétition, le showrunner est arrivé paniqué, il est en train de proposer d'écrire des nouveaux dialogues. Il y a eu une espèce de vent de panique. Le premier assistant Réa est en train de dire non, là, il faut qu'on commence à tourner alors que la scène n'était pas prête. Et bizarrement, au bout de quelques fois, il y a eu une percée. On a juste dit, attendez, on y est presque, laissez-nous juste un tout petit peu tranquille. Et il y a eu une percée où la scène a décollé. Et à partir de là, il suffisait juste de la filmer, en fait. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, on s'était dit, mais ça, en cinéma, on aurait une semaine pour faire ça. Enfin, c'est-à-dire ne serait-ce que parce que ça durait 6 minutes, parce que c'était long, mais il y a cette espèce de condensé d'énergie qui fait que ça marche. Et donc cette scène, c'était une journée de tournage, alors qu'il y a un nombre de plans absolument incalculable, mais aussi, ça veut aussi dire que tout est millimétré à l'avance, que le découpage est fait, qu'on sait même dans quel... on tourne par salve presque, enfin tout dans tous les angles les uns après les autres. Et l'air de rien, ça va assez vite. Et malgré tout, on doit libérer les figurants le plus vite possible. Donc, on fait tous les plans avec la salle pleine tôt et on libère
malgré tout, parce que c'est financièrement énorme à chaque fois de garder les figurants 1 heure de plus, ou des choses comme ça. Et bizarrement, ça fonctionne. Enfin, ils ont aussi leur protocole qui est très différent de ce qu'on fait en Europe. Qui implique, par exemple en Europe, ce qu'on fait, c'est que les acteurs sont là. Moi, ce que j'ai vécu, c'était les acteurs ne partaient pas des années dans leur loge, ils étaient sur place, puis on commençait à préparer ensemble. Et à un moment, c'est comme si la mayonnaise commençait à prendre et on disait, bon, on va filmer une répétition, parce qu'on est bien pour filmer une répétition. Puis après la répétition, il y avait la première prise. Donc, ça venait très spontanément et tout le monde est très sur le pont tout le temps, regarde, on essaye d'extraire les acteurs le moins possible pour les costumes et le maquillage. Et là, c'est vraiment le contraire. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très, très différent dans le protocole lui-même, mais qui bizarrement retombe sur ses pattes. Parce que, arrivé d'Europe, on a l'impression que c'est très, très lourd comme protocole. Mais ça va très vite et les gens sont efficaces tout de suite. Donc, au final, ça marche. Et Laure, pour vous, sur Mrs. America, le nombre de jours de tournage par épisode, par exemple On avait 10 jours. On va à l'essentiel, On va à l'essentiel. On avait aussi des équipes techniques qui font des changements de lumière en 5 minutes. J'ai jamais vu des équipes aussi rapides dans les changements de lumière Donc ça, c'était et puis aussi une collaboration avec les acteurs. C'était la première fois que Cate Blanchett faisait de la télévision et qu'évidemment, les temps sont beaucoup plus courts. Et même si elle prend... Voilà, il y avait quand même un temps de costume, maquillage, coiffure qui était très lourd pour elle, avec des prothèses dentaires, des perruques, un maquillage. Mais elle était aussi extrêmement facile à... voilà, elle comprenait les enjeux. Et donc, par exemple, il y avait une scène où il y avait 5 changements de costume pour elle. C'était une sorte de montage et on savait qu'on n'allait pas y arriver. Avec le temps normal qu'elle pouvait prendre pour se changer, etc., on n'y arrivait pas s'il fallait à chaque fois aller dans la loge et revenir. Et à chaque fois, c'était 45 minutes et on savait qu'on ne sortait pas la scène, où il fallait faire un vrai compromis sur les changements de costume qui étaient hyper importants pour notre montage. Et en fait, on lui a demandé, et elle était évidemment, donc on a commencé à créer une sorte de loge pour elle dans le décor qui n'était pas du tout confortable, mais elle s'est dit, effort de guerre, évidemment, on prend tout ça, on se débrouille, je le fais en 2 minutes, et tout simplement, voilà, il y avait aussi une collaboration des acteurs qui ont compris qu'il fallait, pour nous aider parfois à pouvoir faire les journées, parfois vraiment accélérer leur confort dans leur process personnel. Et donc là-dessus, c'était une collaboration à chaque fois de sur tous les départements, quoi. Mais oui, des journées parfois très, très compliquées et avec quelques dépassements qui étaient inévitables. Ouais. Et est-ce que parfois, comme vous n'êtes pas responsable vraiment du produit fini dans ce cadre-là spécifique, ni du montage, est-ce que vous avez l'impression d'être peut-être plus conservatrice dans vos choix en vous disant il faut que je me couvre, que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, je vais pas prendre de risques là-dessus, ou comment ça se passe, ces arbitrages? Ouais, c'est pas trop ma nature. Moi, je préfère aller vraiment aller au bout de mes idées, coûte que coûte. Et j'avais une super première assistante qui vraiment m'épaulait beaucoup là-dessus, quitte à aller monter au créneau, essayer d'avoir vraiment ce que j'avais en tête. Après, bien sûr, des sacrifices, on doit en faire, sur le décor. Il y a un décor qui va permettre d'avoir 2 heures en plus. Bon, on va le choisir sur un décor qui permet qui en perd 3. Donc, il y a des choses là-dessus où il faut vraiment être rapide et ne pas perdre de temps inutilement. Mais après, on gagne d'autres choses. Et voilà. Mais il y a bien sûr des sacrifices et des choses à faire. Mais je trouvais que tant qu'on peut se battre et tant qu'on peut essayer d'obtenir ce qu'on veut, moi, c'est plutôt ma façon de faire, et je préfère aller me battre au maximum plutôt que baisser les bras sur des choses qui me sont importantes. De grandes voix féminines qui ont émergé dans les 10 dernières années à travers des séries. Est-ce que c'est une problématique qui vous intéresse pour votre travail, qui vous aide à avancer, ou est-ce que vous êtes plutôt dans votre parcours personnel, vraiment personnel, quoi? Ça dépend. Je crois, il y a par exemple des projets où la question ne se pose pas vraiment, où il n'y a pas de pertinence. Pour Mustang, mon premier long métrage, j'avais vraiment l'impression que c'était le film, très précisément, parle de qu'est-ce que c'est que d'être une fille
en Turquie. Donc il y avait pour le coup, oui, le fait de ce regard genré existait très fort et je parlais d'une expérience très spécifique et qui était de fait féminine. Et sinon, non, je pense que j'ai plus le nez dans le guidon et plus envie d'un projet ou d'un autre ou de développer quelque chose sans forcément à chaque fois. Il y a du bruit chez moi. Je suis désolée. Sans à chaque fois me poser cette question-là. Enfin, Pour vous, Laure? horrible, pardon. Pareil, ça ne dicte pas mon désir, en fait. Je ne me pose pas non plus voilà, automatiquement la question. Après, maintenant qu'il y ait des voix féminines très, très, très puissantes, de plus en plus dans la série et aussi dans le cinéma, ça ouvre aussi énormément de... Bon, voilà, il y a quand même, je trouve... je me sens en tant que femme réalisatrice beaucoup plus sollicitée. Il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus fluide. Il y a maintenant un vrai désir, surtout à Hollywood. On veut des femmes, on veut des femmes, on veut des femmes. Tant mieux. On surfe sur une vague qui, au contraire, est vachement, vachement plus ouverte. Et tant mieux pour nous. Maintenant, après, dans mon parcours personnel, ce n'est pas quelque chose qui va forcément m'influencer. Pour terminer, j'aimerais que vous me parliez un peu du futur, de la suite. Est-ce que vous, par exemple, l'idée de créer une série et éventuellement d'en réaliser tous les épisodes, ce qui est quand même très, très différent de ce que vous avez fait pour l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, à part les heures de sommeil en moins? Laure, tu veux commencer? Oui, alors, oui, complètement. Ça, je suis en train maintenant de travailler sur une série que je réaliserai entièrement en collaboration avec un scénariste. Et on est en préparation et j'espère qu'on tournera peut-être d'ici un an et demi. Mais oui, ça, j'avais très envie, après ces 2 expériences, de pouvoir aussi... non pas avoir plus de contrôle, c'est sûr qu'on a plus quand on est à la base de la création, mais pour l'expérience de créer de A à Z et d'initier un projet vraiment à son origine. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est concret pour l'instant. Évidemment, j'imagine que vous ne pouvez pas en parler davantage. Non. Mais bientôt, j'espère, mais pour l'instant, non. Mais qui serait, voilà, qui est pour l'instant marié avec une production et aussi un network et qui avance petit à petit dans le développement. Et aux j'espère États-Unis, qu'on en parlera rapidement. Ouais. Aux États-Unis, donc, hein, pas en France. Oui, aux États-Unis, tournage en France. Mais c'est avec une production américaine, des acteurs français et américains, et tournage en France. D'accord. Et pour vous, Denise, moi, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée de déployer un récit au long cours et de filmer des trajectoires. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut... Oui, alors bizarrement, j'ai presque exactement la même chose à dire que Laure. Enfin, il y a un projet en développement d'une série et pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un peu vu, justement, d'avoir démonté la poupée, de savoir comment ça marche et de maintenant me dire, ah là, ça y est, je crois que je sais faire. Et il y a un projet en développement qu'on va bientôt sortir avec une petite équipe, avec une actrice, on va une espèce de noyau dur d'équipe qui est la jeunesse de ce projet et pareil, qui est quelque chose qui serait pour la première fois que je considérais comme vraiment mon bébé, quoi, alors que jusqu'à maintenant les séries c'était je tenais le bébé de quelqu'un d'autre le plus souvent et puis après aussi, alors évidemment quand j'ai vu l'intitulé de ce Zoom, il y avait écrit les réalisatrices de séries ou de quelque chose comme ça et je me suis dit tiens c'est marrant parce que je me définis pas du tout comme ça alors que maintenant ça fait déjà 2 ans que je fais que des séries et que je viens de tourner coup sur coup 5 épisodes et malgré tout j'ai l'impression que c'est une des choses où j'ai l'impression que je suis pas exactement, quoi. C'est pas exactement ça. Et d'une certaine manière, mauvais exemple, mais par exemple, je fumais pendant longtemps et beaucoup, et je me suis jamais considérée comme fumeuse. Je me disais ça va arrêter, ça va s'arrêter. C'est une aberration d'un certain moment. Et c'est presque un peu de cet ordre-là. Et j'ai un projet de long métrage aussi et j'ai l'impression que là c'est vraiment ce que je suis censée faire et ce que voilà ce dans quoi il n'y a aucune particule de mon corps qui peut être aliénée alors que en série parfois c'est pas exactement j'ai pas l'impression que c'est le but d'une certaine que c'est pas exactement ma place quoi je sais pas si
Et vous, Laure, le cinéma, ça continue, hein? Oui, oui, je suis pareil que toi, Denise. Moi, je trouve que c'est vrai que je me sens dans mon médium, enfin là où je me sens complètement dans mon élément, c'est écrire mes films et puis être, voilà, sortir quelque chose de moi très personnel qui sort de mes tripes et avec ma vision et ma liberté, mon indépendance sur toutes les étapes, de façon intransigeante et sans aucun sans aucun compromis. Oui, sans compromis parce que c'est ma voix que je compte voilà, soutenir le plus longtemps possible. Et c'est vrai que la série, c'est vraiment la voix de plusieurs personnes ensemble qui créent, c'est beaucoup plus collectif. Et là-dessus, il faut pas forcément s'attacher comme on peut s'attacher à ces films au détail près et de façon très religieuse, comme ça, et protocolaire. Là, la série, c'est vraiment un partage. Donc, moi, je me définis. Oui, c'est vrai, je viens de faire pas mal d'épisodes de série en participant à une équipe, en complétant une équipe, en soutenant une équipe, mais c'est vrai que je me sens quand même mon devoir, ma passion, mon vrai désir, c'est le cinéma. Il y a une chose avec... Pardon, je t'ai coupé ou pas alors? Pas du tout. Il y a une chose avec les séries qui est de l'ordre du fait de, pour des réalisateurs, travailler tout le temps, quoi. C'est-à-dire, moi, en 2019, j'ai dû tourner pendant à peu près 15 semaines dans l'année, ce qui est énormissime, mais ça veut dire être avec des acteurs tout le temps, être tout le temps dans la fabrication, et c'est comme si un peintre était en train de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a une espèce de manière d'aiguiser son trait ou de parfaire certaines choses, et c'est vrai que d'une certaine manière c'est un peu la deuxième école de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un moment où maintenant n'importe quel projet, genre, il y a quelques jours une discussion sur un projet où je me suis rendu compte que j'avais pas bien regardé tout ce qu'on m'avait envoyé et tout ça. Il m'a suffi 2 heures de lire le scénario et de tac 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 dire voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà à quoi ça. Enfin, en gros, c'est une espèce d'exercice de penser la mise en scène continuellement. Et vient un moment où ça devient beaucoup plus fluide et tout ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est extrêmement enrichissant et qui est aussi jubilatoire. Et je me suis aussi beaucoup posé la question de la liberté, genre où est-ce qu'on trouve notre vraie liberté et où est-ce qu'on fait ou pas de compromis. Et parfois, par exemple, l'espèce de rush que j'ai eu sur mes 2 longs métrages qui étaient, on tournait tout le temps, ou très très souvent, et surtout sur le deuxième, comme s'il y avait le feu à bord tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait l'impression d'être dans des urgences dans un hôpital de campagne tout le temps. Et malgré le fait que les séries soient aussi rapides, il n'y a pas cette espèce d'urgence-là. Il n'y a pas parfois des atrophies de moyens qui font qu'on peut très bien transcender quand on a de la chance sur un long métrage, et parfois qui vraiment enlèvent des membres à un film. Et je me suis posé la question de à quoi est-ce que en termes de liberté, qu'est-ce que j'ai comme liberté sur mes propres films et qu'est-ce que j'obtiens sur des séries, et c'est pas la même en fait. Et je peux pas dire que j'ai une liberté totale sur mes propres films quand il peut y avoir des choses qui sont complètement atrophiées ou mal financées ou problématiques en termes de production. Donc, il n'y a pas de binarité en fait. Il n'y a pas d'un côté la liberté du cinéma et de l'autre les contraintes liées à la télévision ou aux séries. C'est ça. C'est d'autres formes de liberté, d'autres formes de moyens, et je pourrais pas juste, ce serait faux si je disais on a une liberté totale sur de longs métrages. Il faudrait qu'il soit oui, on a une liberté totale, par exemple sur Mustang, dans un cas de figure où tout d'un coup le film est touché par la grâce et on arrive à transcender l'absence de moyens en trouvant des solutions très créatives. Par exemple, je sais pas, sur Mustang, il y a cette scène où on est censé être dans un match de foot, où il n'y avait pas de match de foot, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de ballon, il y avait 18 figurants, et on s'en est sorti parce que avec des solutions extrêmement radicales, et parfois ça marche pas. Enfin, quand il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a rien, quoi. Donc c'est difficile de transcender à chaque fois le manque de moyens, et voilà. Donc il y a ces questions-là. Moi, je suis très pour des projets beaucoup mieux financés en Europe, et peut-être moins, mais mieux. Là, je suis un peu toute seule sur ce point de vue-là, mais je trouve que il y a une espèce de manque de moyens dans lequel
on est un peu assez systématiquement, quel que soit le film et quelle que soit l'ambition des films, qui peut être très compliqué et qui peut être un obstacle à la liberté aussi. Je vois. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être, alors c'est une question un peu, bref, qui vaut ce qu'elle vaut, mais d'être des meilleures réalisatrices après votre expérience dans les séries, ou en tout cas des réalisatrices différentes, disons? Oui, oui, l'exercice. Après, voilà, le fait de travailler régulièrement et d'être sur un plateau avec des acteurs, ce qu'offre la série, l'emploi du temps de la série, je trouve que ça m'a énormément appris, exploré des moyens techniques que j'aurais jamais eu sur mes films. Donc, il y a des choses que j'ai appris vraiment grâce à la série qui me donnent beaucoup plus de confiance aussi, beaucoup plus qui me donnent plus de certitude, j'avais peur à un moment parce que je me suis dit, est-ce que le fait du coup de faire marcher la machine régulièrement va pas m'enlever cette espèce d'appréhension et de création qu'on peut avoir sur ces films. En fait, pas du tout. Je crois que c'est au contraire, ça se répond très bien. J'imagine aussi mes films différemment parce que j'ai exploré des façons de faire sur le plateau de certaines séries. Donc, au contraire, je trouve que ça enrichit beaucoup et de façon évolutive et ça aide aussi vraiment mon inspiration pour le cinéma. Et vous, Denise, pour le mot de la fin, est-ce que vous êtes une réalisatrice différente? Pareil, moi j'ai vraiment l'impression que chaque journée de tournage, on apprend énormément et il se passe tellement de choses sur un tournage et je sais que même le peu de fois que je me suis retrouvée sur le tournage de quelqu'un d'autre, ça génère des espèces il y a une énergie très particulière quand on tourne et des expériences très importantes ou qui peuvent changer des manières de penser, voilà. Donc c'est très intense comme apprentissage et même, comme le disait Laure, sur des choses techniques. Donc, d'une certaine manière, ça ouvre des perspectives et il y a un monde de choses qu'on peut encore imaginer en plus. Donc, au contraire, moi, j'ai l'impression de ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de déguiser le trait, de parfaire, d'être de plus en plus précise et rapide. Et on le voit avec certains réalisateurs qui travaillent beaucoup. Par exemple, le dernier film d'Olivier Assayas qui s'appelle The Cuban Network, on voit qu'il a été dans des conditions de tournage assez difficiles et malgré tout, il y a dans son regard, dans sa manière de filmer, une espèce de précision un peu laser dans sa méthode qui fait que c'est un degré de perfection alors qu'il tourne dans des conditions d'urgence absolue. Donc, je pense que des gens qui tournent énormément comme lui, d'une certaine manière, ça précise la technique, le trait, le muscle, tout quoi. On espère que vous allez toutes les deux tourner encore énormément. Merci Laure de Clermont-Tonnerre, merci Denise Gamze-Erguven. On va retrouver votre nom en fin de générique dans les années qui viennent, j'imagine. J'espère. On attend. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance sur Cannes Série Live. Et n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver sur la plateforme chaque jour des nouveaux rendez-vous et des nouvelles séries. Donc bon festival à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.